Alors, je crois qu'on est connecté. Donc, bonjour à tous. Je suis Emmanuelle Fayère de l'Union ALFM. Donc, c'est moi qui serai modératrice sur cette table ronde. Alors, juste très brièvement, je suis une ancienne élève du lycée français de Tamatave et je suis enseignante en économie-gestion. Voilà, et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette 3e édition du forum professionnel 4 intervenants. Voilà, on a donc trois jeunes gens qui sont donc sur leur premier ou deuxième emploi et donc qui vont être là pour pouvoir partager avec nous leur expérience professionnelle. Et puis j'ai également à mes côtés Juliette Boyer qui est actuellement qui est avocate de formation et qui est devenue en parallèle coach, puisqu'elle a eu l'occasion à maintes reprises voilà, de participer à des recrutements. Donc, je vous présente Oumar Daou, voilà, qui est... excusez-moi, donc Oumar qui travaille actuellement comme chargé de mission Europe et internationale à la direction interministérielle du numérique, donc ce depuis septembre 2021, après avoir travaillé à l'INSEE. Et donc il a un master en stratégie, un double master, l'un en stratégie et l'autre en sciences politiques. Voilà, donc il vous en dira un petit peu plus sur son parcours, bien sûr. On a avec nous aujourd'hui également Kélat Andrian-Tavizoron, qui est un ancien élève du lycée de Tana, à Madagascar, et donc qui est diplômé des mines de Nantes, hein, je crois que c'est ça, et qui occupe actuellement un emploi d'ingénieur recherche-développement chez Valeo. Voilà. Et pour finir, j'aurais dû commencer par une jeune fille. Bonjour Anna. Donc Anna, elle est ingénieure recherche-développement chez Protect & Gamble depuis très récemment, parce que c'est mars 2022, donc je crois que tu viens d'être embauchée, donc tu pourras nous en dire plus. Et donc Anna a fait une école d'agroalimentaire, voilà, pour ses études supérieures. Et puis j'ai déjà présenté rapidement Juliette Boyer, donc qui se représentera elle-même et donc qui est avocate de formation et coach pour tout ce qui est coach et conseil pour le recrutement. Voilà. Bienvenue à tous. Je ne sais pas qui souhaite commencer, peut-être. Honneur aux femmes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Honneur aux femmes. Moi, je viens prendre la parole et partager un petit peu dire quelques mots sur mon parcours et mon expérience. Moi, je suis aussi une ancienne des lycées français du monde, alors dans des régions du monde qui sont moins exotiques que la tienne, Emmanuelle, puisque moi, j'ai fréquenté pendant toute ma scolarité le lycée français de Belgique à Bruxelles, à Uccle plus précisément. C'est évidemment un excellent souvenir. Je suis toujours régulièrement, de manière hebdomadaire, en contact avec des amis, des relations amicales que j'ai nouées à cette époque-là. Moi, j'ai fait un parcours d'études très classique en droit. J'ai commencé par une hippocane, puis j'ai fait du droit privé, j'ai fait un master en propriété intellectuelle, et puis je me suis orientée vers la profession d'avocat. Et j'ai mené une première partie de ma carrière, donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans des très gros cabinets anglo-saxons, avec une activité en droit des affaires internationales et plus précisément en droit de la concurrence. Alors à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de recruter, de former, d'encadrer et de manager des générations entières de jeunes stagiaires d'abord, et puis de collaborateurs, d'abord juniors et puis plus expérimentés. Donc j'ai cette expérience-là, cette vision-là de celui qui est dans la position du recruteur, qui fait passer des entretiens. Et puis il y a quelques années, j'ai envie d'aller explorer des nouveaux terrains de jeu professionnels qui soient reliés à ma passion de toujours pour l'humain et à mon goût pour la transmission et pour le partage. Et je me suis formée au coaching professionnel. Donc aujourd'hui, en parallèle de mon métier d'avocat, que je n'exerce plus dans des structures internationales, mais cette fois à mon compte, je suis aussi coach professionnel et j'accompagne des avocats et des dirigeants
dans leur parcours de carrière, dans leur évolution de carrière, notamment sur d'autres problématiques qui les concernent plus spécifiquement aussi, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça que je suis prête à partager avec vous. Et puis, dernier point, je suis aussi mentor de jeunes talents féminins en droit de la concurrence, qui est donc mon domaine de spécialité en tant qu'avocate. Voilà, je vais passer la parole à Anna. Merci beaucoup. Très bien. Anna, excuse-moi, je te coupe une seconde, oui. parce qu'en fait, j'ai juste oublié, comme je suis novice dans les tables rondes, j'ai juste oublié de remercier tous les participants qui étaient là et juste de leur indiquer qu'en fait, ils pouvaient poser, interagir avec nous et poser des questions dans le chat sur le côté, donc sur le côté droit, et que si vous voulez prendre la parole, en face à face avec nous, ça sera bien volontiers, et qu'il faut à ce moment-là lever la main. Et quand vous levez la main, vous êtes rebasculé automatiquement et vous pouvez prendre la parole. Voilà. Petite précision pour que ça se passe bien ensuite. Très bien. Anna, excuse-moi, je te relaisse la parole. Oui, le but justement, c'est pouvoir partager avec vous, les personnes qui nous écoutent, et essayer de faire en sorte que nos expériences puissent vous parler aussi. Donc moi, je suis ancienne élève du lycée franco-hondurien, au Honduras, donc en Amérique centrale. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17 ans et ensuite j'ai eu la chance d'avoir du coup la bourse d'excellence major qui m'a permis de venir à Bordeaux et faire mon école d'ingénieur agroalimentaire. Et donc toujours passionnée par la science, un peu l'environnement, essayer de voir comment intervenir dans les enjeux de demain. J'ai eu la chance de faire plusieurs stages à l'international, dont un à Bruxelles, où je travaille actuellement. D'ailleurs, je ne sais pas si Juliette elle est en Belgique encore ou voilà, je suis à Bruxelles. Ah. Et donc pour une entreprise multinationale qui m'a recrutée après la fin de mes études. Mais donc moi, aujourd'hui, la raison pour laquelle je voulais justement partager cette expérience avec vous, c'est parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés administratives au moment de vouloir obtenir un permis de travail en Belgique, vu que j'ai pas la nationalité ni française ni européenne. Et donc, c'était toute une série de démarches qui m'ont pris environ 6 mois. Et donc, en tant qu'étudiante étrangère récemment diplômée, c'était pas forcément facile. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est obtenir une demande APS, donc qui m'a permis de rester sur le territoire français pendant 1 an. Et entre-temps, donc j'ai pu obtenir mon permis de travail belge. Et j'ai commencé à travailler en mars en tant qu'ingénieur packaging. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai fait comme étude, mais donc, le métier d'ingénieur est extrêmement transversal. Et puis, c'était aussi un nouveau challenge. Après avoir fait 5 ans en France, je voulais un nouveau challenge. Et donc, j'ai choisi la Belgique et cette entreprise où j'ai la chance de travailler en anglais. Et donc, je travaille en tant qu'ingénieur packaging, sustainability, donc tout ce qui est nouveau packaging plus respectueux de l'environnement. Voilà. D'accord, merci, c'est super intéressant. Alors peut-être des réactions, n'hésitez pas hein, vraiment parce que l'objectif c'est effectivement qu'on puisse poser des questions. S'il n'y a pas de réaction, on va continuer les présentations, puis quand on aura une vue globale de tous les parcours, on continuera. Oumar ou Kélat, n'importe. Vas-y, je t'en prie, Oumar. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par remercier les organisateurs de cette table ronde. Voilà, ça fait un petit moment que je suis l'activité de l'Union ALFM et voilà, je me réjouis du travail mené depuis ces quelques années. Merci également à tous les participants qui prennent le temps et l'énergie pour participer à cette table ronde. Alors, moi, j'ai été ancien élève de 3 établissements scolaires français à l'étranger. D'abord, j'ai été au lycée Labordonnais à l'île Maurice, ensuite à l'école française de Maputo au Mozambique, et enfin au lycée français de Tananarive à Madagascar. Donc voilà, je suis un peu familier de la zone, on va dire, Afrique australe, océan Indien. Voilà, donc comme Anna, j'ai eu la chance d'avoir la bourse Excellence Major à l'issue de mon baccalauréat. Et donc, je suis arrivé en France, où j'ai débuté par une licence en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et j'ai enchaîné ensuite avec un master en relations internationales. Et comme le disait Emmanuel en introduction, j'ai fait un deuxième master par la suite, un master professionnel en diplomatie et négociation stratégique.
Et donc, dans le cadre de ce deuxième master, je devais effectuer un stage long, un stage de fin d'études. Et j'ai eu l'opportunité de faire ce stage à l'École nationale d'administration, plus précisément à la direction des relations internationales de l'ENA, ce qui correspondait aux études que j'avais pu faire. Voilà. À l'issue de ce stage de fin d'études, j'ai été embauché à l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est une direction du ministère de l'économie, des finances et de la relance, enfin, du moins pour encore quelques jours. Je ne sais pas combien de temps nous attendrons avant d'avoir un nouveau gouvernement. Et donc, j'y suis resté près de 4 ans, où j'étais en charge des affaires européennes et internationales. Et depuis septembre 2021, notamment dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, j'ai été recruté par la direction interministérielle du numérique, qui est un service du Premier ministre, service de la Première ministre désormais, voilà, où je suis aussi en charge des questions européennes et internationales. Voilà. D'accord, merci. Donc là, tu veux nous parler un petit peu de ton parcours? D'accord, merci Emmanuel. Je réitère aussi les remerciements appuyés à l'ensemble du bureau de l'Union de la LFM, qui donne donc l'opportunité aux jeunes diplômés, aux parents d'élèves et aux recruteurs aussi de participer à un forum et de nous participer et de donner notre retour d'expérience, aussi modeste qu'il soit, sur comment finalement des jeunes étrangers qui viennent d'horizons divers et variés arrivent sur le territoire français et font des études loin de leur famille. Et à l'issue de ces études, intègrent le monde du travail. Donc, mon exemple, mon histoire personnelle est une histoire parmi tant d'autres, parce que finalement, chacun a sa propre histoire dans le processus d'intégration dans le monde en France. Mais en quelques mots, j'ai été diplômé en 2010 du lycée français de Tananarive, comme Oumar et comme Juliette à Madagascar, mais plutôt à Tamatave. Et là, déjà, premier retour d'expérience, et qui ne concerne pas que les anciens des lycées français du monde, c'est que on fait face à ce qu'on appelle Parcoursup, à l'époque admission post-bac. Et quand on a 18 ans, quand on a 17 ans et demi, on ne sait pas encore forcément qu'est-ce qu'on veut faire. Je ne savais pas forcément qu'est-ce que je voulais faire quand j'avais 17 ans et demi. On devait classer des vœux. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, classe préparatoire, c'est la filière la plus généraliste qui nous permettrait, quelque part, de repousser encore un petit peu plus le choix, n'est-ce pas? Je suis arrivé en France. J'ai fait 2 ans en classe prépa, au lycée Chaptal, ici, à Paris, dans le 8e arrondissement, durant lesquels il y a eu énormément de cours, on va dire, théoriques. C'est de la science dure, des maths, de la physique, sans forcément penser à ce qu'on va faire plus tard. Après ces 2 ans de classe prépa, on intègre une école d'ingénieur. N'importe quel élève et ingénieur a comme rêve d'intégrer l'école polytechnique, l'école centrale, etc. Mais c'est bien d'avoir des rêves, mais il y a aussi la réalité de la vie qui fait que finalement, on passe des concours et on est classé par rapport à d'autres élèves qui sont tout aussi brillants que nous à l'issue de la classe préparatoire. Et donc moi, c'est assez naturellement que j'ai été accepté par l'institut qui s'appelle l'Institut Mines Télécom Atlantique, qui est donc une fusion entre l'école des mines et l'école de Télécom Paris. Et là encore, finalement, je ne pensais pas encore à ce que je voulais faire plus tard, voyez-vous. Je disais simplement, je voyais un peu les marchés qui étaient porteurs à cette époque. Je voyais que la data, c'est quelque chose qui porte. Je voyais que l'automobile était un secteur qui était
on va dire, en pleine révolution et en pleine innovation. Mais pour être honnête avec vous, je n'avais pas forcément à cette époque-là encore disons-le, d'avenir, ni même de projection sur ce que je voulais faire plus tard. Donc j'ai continué. Et donc en 2016, j'ai été diplômé de l'Institut Mines Télécom. Et là, patatras, je rentre sur le marché du travail, le marché de l'emploi. C'était un moment qui était, on va dire, très intéressant parce que finalement, on arrive à la fin d'un processus scolaire au bout duquel on n'est pas forcément, disons-le, on n'est pas forcément préparé pour exercer un métier. Mais, et c'est là que peut-être le premier élément que j'aimerais partager avec l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui, c'est d'être ouvert aux opportunités. J'ai fait un stage donc, au sein d'une entreprise qui me proposait ensuite de faire une thèse qu'on appelle une thèse CIFRE. Et la thèse CIFRE, à cette époque-là, mais comme l'a dit très justement Anna à l'époque, elle n'est pas très compatible avec, on va dire, notre statut, à cette époque en tout cas, d'étranger. C'est-à-dire, et je pense que Juliette voit un peu de quoi je parle, c'est que en tant que jeune diplômé, si on rentre dans un cursus, on va dire, doctoral, qui va nous emmener vers un bac plus 9 ou bac plus 8, disons que ce n'est pas forcément le mieux pour après rentrer dans le monde du travail, pour être tout de suite employable. Donc moi, à cette époque, le choix que j'avais fait, c'était de rentrer dans un processus temporaire qui est donné par le droit français, hein, qui s'appelle l'APS, l'autorisation provisoire de séjour, qui nous donne in fine une année durant laquelle on rentre sur le marché du travail et on a le droit d'exercer l'emploi qui nous intéresse. D'accord. L'entreprise dans laquelle et j'y viens, je vais conclure. Et l'entreprise dans laquelle je suis rentré donc en 2016, c'est Valeo. Valeo, c'est une entreprise, on va dire, de l'industrie automobile par opportunité, parce que à cet instant-là, c'était l'opportunité qui était donnée, dans lequel je suis aujourd'hui en charge de toute la partie développement des véhicules autonomes et plus particulièrement sur la partie validation des systèmes autonomes. Voilà. Donc, si je résume en 2 mots, quand j'avais 18 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans un monde dans lequel je m'épanouis à titre personnel dans le travail dans lequel je suis. Et finalement, le message que je voudrais partager avec l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui présentes, c'est ne pas se fermer d'opportunités parce que la vie, nul ne sait finalement de quoi est-ce que demain sera fait. Donc aujourd'hui, on travaille, on va dire, dans le monde français grâce aux opportunités qui nous ont été données. Mais le monde bouge et demain, les secteurs qui seront porteurs, que ce soit la data ou même dans la fonction publique, comme Oumar le dit tout à l'heure, pour accompagner les entreprises dans le développement de leur technologie, c'est quelque chose qui peut, du jour au lendemain, arriver dans nos vies personnelles. Donc, finalement, on peut rester ouvert à toutes les opportunités, mais avec aussi un devoir, j'ai envie de dire, de transparence et d'honnêteté envers notre employeur, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde est assez petit. Le monde est assez petit, donc finalement, lorsque vous allez poser, on va dire, une discussion avec Oumar, avec Anna, avec Juliette, vous avez une histoire, et l'histoire que vous portez, elle doit être réelle par rapport à ce que vous-même, vous voulez faire ensuite. Donc, il faut être ouvert, transparent, pour pouvoir, pour les étapes de votre vie un petit peu plus tard, tirer parti de vos expériences passées. Voilà, j'arrête d'accaparer la parole, je vous rends la parole. Il n'y a pas de souci.
Et, je te remercie parce que c'est très intéressant. Peut-être que Juliette, tu voudrais rebondir sur le fait justement qu'il ne faut pas se fermer d'opportunités. Peut-être que Oumar et Anna peut-être ont quelque chose à dire là-dessus. Et puis ensuite, on passera. Il y a Olivier Lahat qui a posé une question, mais je voulais juste rebondir sur le fait qu'il ne fallait pas se fermer de porte. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est clair que être ouvert, je dirais être ouvert, être audacieux, voir loin, croire en ses rêves quand on en a, et puis quand on n'en a pas, ben, c'est pas grave. Toujours voir loin, viser haut, et puis être voilà attentif, pas hésiter à aller aller à la rencontre des autres, ou être ouvert à toutes les opportunités qui pourraient se présenter. Je pense que c'est un très bon conseil de Kayla. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir été boursier d'excellence majeure, ça vous a aidé c'est Oumar et Anna, je crois que vous avez dit que vous aviez été boursier d'excellence majeure. Oui. Plus que le fait d'être ancienne boursière excellence majeure, il y a aussi le fait d'avoir été dans un lycée français. Je pense que c'est surtout ça qui nous donne une ouverture d'esprit. Comme vous dites, en fait, on se ferme pas de porte et on est toujours, au contraire, en fait, je trouve que les anciens élèves des lycées français, on est toujours à la recherche de quelque chose de plus. On va pas être passif, mais au contraire, on va aller à l'encontre des opportunités. Et dans ma carrière actuellement, je le vois avec les gens avec lesquels je travaille parce que dans mon entreprise, il y a pas mal d'anciens élèves d'école française à l'étranger. Et c'est vrai que tout de suite, on a des points communs du fait de notre histoire commune dans des lycées français qui se ressemblent au final tous un peu, mais aussi dans notre façon de penser, dans notre façon d'appréhender un problème et en fait, comment on va essayer de trouver des solutions. On est vraiment dans la communication et dans le partage, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours retrouvé, même quand j'étais en école d'ingé, que je croisais des gens qui avaient été dans les lycées français à l'étranger, et on le sent tout de suite, je sais pas, il y a un truc en plus. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, oui. Disons qu'il y a une vraie communauté d'intérêt et puis dans la façon de vivre, peut-être avec les expériences qu'on a vécues. Je pense que c'est pas des expériences communes, donc il y a la curiosité, je pense. Et puis voilà. Et après le fait d'être boursière, est-ce que ça t'a donné un petit plus ou pas du tout finalement? Bon, j'ai eu de la chance d'être recrutée dans cette entreprise pour le coup. Celle qui m'a recrutée avait été ancienne boursière excellence majeure. Donc ça, pour le coup, c'était un énorme coup de chance. Mais elle comprenait un peu ce que j'avais vécu. Mais sinon, ça dépend de comment nous, on cherche à l'amener quand on est face à un recruteur aussi, en fait. Je pense que c'est ça. Si on montre que à 17 ans, on savait déjà un peu qu'on voulait partir à l'étranger, qu'on avait tout fait pour avoir des résultats qui suivaient et avoir la bourse, ça montre quand même une détermination que je pense pas tous les lycéens doivent l'avoir, je sais pas. Et Oumar, par rapport à ton expérience Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Anna à l'instant. Alors, je pense que c'est un des principaux avantages comparatifs qu'a le système d'éducation à la française, notamment à l'étranger, par rapport à d'autres systèmes éducatifs qui peuvent exister. C'est qu'il permet particulièrement une certaine curiosité intellectuelle et donc une certaine ouverture d'esprit. Il permet également un certain brassage de populations qui viennent d'horizons très divers. Et ça, c'est un vrai avantage quand on intègre le marché de l'emploi. Comme le disait aussi Kayla, dans une économie aujourd'hui très mondialisée, ce qui fait la différence, c'est finalement la capacité des gens à maîtriser leur capital international. Ce que je mets sous le vocable de capital international, donc c'est la possibilité de parler plusieurs langues, de se sentir à l'aise lorsqu'on est en contact avec des cultures très différentes. Et ça, le fait d'avoir grandi en fait dans des systèmes d'éducation à la française, avec les valeurs qui sont propres à la France et à la République, nous permet de nous intégrer ensuite dans des secteurs, des environnements qui sont fortement internationalisés, mondialisés. Sur
le statut d'ancien boursier excellence major et l'avantage que ça m'a conféré dans mon emploi. Alors, au quotidien, je fréquente, on va dire, une certaine communauté d'experts de la politique étrangère et de la politique européenne. Donc, ce sont des gens qui, en fait, ont déjà entendu parler du programme de bourse Excellence Major, qui connaissent la qualité de ce programme et qui, donc voilà, identifient rapidement les qualités que peuvent avoir une personne issue de ce programme. Donc, oui, indéniablement, cela m'a procuré un avantage par rapport à d'autres, si dans le cadre d'entretien, ce genre de choses. Ok. Il y avait juste une question pour rester sur ce thème, peut-être rapidement, mais qui est important aussi. Il y avait une autre question sur le chat qui demandait si justement le fait d'être BEM, ça vous avait facilité les démarches, pas les démarches quand vous en parliez tout à l'heure justement, qu'il avait fallu demander une autorisation sur 1 an pour pouvoir rester en France, etc. Est-ce que le fait d'avoir ce statut vous a facilité ces démarches ou pas du tout? Je peux prendre Oui, bien sûr. la question. Disons que le statut de boursier donne une aide financière, mais in fine, ce statut-là est une aide financière qui est totalement louable dans la mesure où, imaginons quand même que le gouvernement français alloue un budget pour des jeunes étrangers pour qu'ils s'intègrent dans la scolarité française. Il y a très peu de pays au monde qui allouent comme ça un budget pour l'intégration des jeunes étrangers au sein de la France. Et le message que je voulais passer, c'était cette opportunité qui nous est donnée, d'une part, pour ceux qui l'ont, et j'aimerais aussi, à ce moment-là, rendre hommage à l'ensemble des parents d'élèves, des enfants, de ceux qui ont scolarisé leurs enfants, dont je fais partie, dans des lycées français, parce que c'est un effort financier qui n'est, à mon sens, qui n'est pas négligeable, pour permettre à leurs enfants de poursuivre des études supérieures en France de qualité. Donc, moi, j'aimerais mettre en perspective le fait que la bourse Excellence Major est un appui supplémentaire, effectivement, mais le plus important, c'est l'appui de nos familles. Parce que, et ça, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard, nous avons quand même un statut particulier, c'est que nous sommes un peu éloignés des personnes, de nos parents et de ceux qui nous sont chers. Donc, c'est un sacrifice, entre guillemets. Et donc, entre guillemets, ce sacrifice ou cet effort qui a été fait par le gouvernement à travers la bourse Excellence Major, par nos parents à travers l'argent qu'ils ont investi en nous, cet effort nous oblige à faire de notre mieux dans notre intégration professionnelle. Cet effort aussi, et c'est le message que je voulais passer à ce stade, c'est l'emploi idéal n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux vous lister un ensemble de points, d'éléments sur lesquels je ne suis pas content dans le cadre de mon travail dans lequel je suis aujourd'hui. Il y en aura toujours. Et pourtant, on a cette redevabilité, pas financière, hein, mais redevabilité au niveau de notre comportement, de notre caractère, pour rendre en fait à nos parties prenantes, hein, à la bourse, l'effort que la France nous a donné et que nos parents aussi nous ont donné. Okay. Donc oui, ça aide. Oui, pour répondre à Madame Vénia Ranjan-Arvel, ça aide, mais la contrepartie, c'est que ça nous oblige aussi à faire le maximum pour être à la hauteur de cet engagement qui a été mis sur qui nous sommes aujourd'hui. Voilà.
ne pas être finalement des boulets pour la société. C'est le message que je voulais passer aujourd'hui. Mais bon, c'est un mot un peu fort, hein, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense voilà, par rapport à vos profils, je pense pas que vous puissiez, on puisse vous qualifier de boulet. Hein, je sais pas ce que... Mais bon, on a compris le message effectivement. Alors, on va peut-être du coup passer sur un autre point. On a évoqué un tout petit peu les difficultés. Vous êtes tous les trois en emploi. Il y a une question là dans le chat par rapport à la rémunération des jeunes diplômés. Est-ce que vous étiez peut-être satisfait de votre rémunération? Est-ce que par rapport au diplôme obtenu, par rapport à votre cursus, sur votre premier emploi? Je ne sais pas, une réaction. Je sais que les questions de rémunération en France sont toujours un peu tabou, mais enfin, on peut en tout état de cause, même si vous n'avez pas, voilà, vous souhaitez pas dire, mais voilà, révéler le montant de votre rémunération, mais en tout état de cause, peut-être dire si ça correspond ou pas à ce que vous attendiez. Est-ce que ça a été est-ce que votre parcours a été valorisé ou pas? Voilà, quelques mots si. Donc oui, pardon, si je peux répondre. Je lis sur la question, être ouvert aux opportunités signifie pour vous accepter toute rémunération, parfois dévalorisée. Pardon. Et donc là, je ne suis pas du tout d'accord. Et je pense que quand on parle d'être ouvert aux opportunités, ça signifie essayer de se mettre en valeur pour pouvoir rentrer dans un moule pour lequel peut-être on n'a pas été formé. Moi, je parle en tant à titre personnel, par exemple. Là, j'ai trouvé un emploi d'ingénieur packaging alors que je suis ingénieur agroalimentaire. Et donc, le challenge, c'était de réussir à convaincre tout le monde dans l'entreprise que même si j'avais pas le background chimie ou polymère, etc., j'allais pouvoir être à la hauteur des attentes qu'ils avaient avec moi. Et donc, ça n'a pas forcément à voir avec le salaire dans ce cas-là. Et je pense que justement, il faut connaître notre valeur en tant que jeune diplômé, en tant qu'étudiant étranger, et savoir qu'on a beaucoup à apporter, qu'à aucun moment on devrait, juste parce que c'est un premier emploi, on ne devrait pas accepter un emploi qui nous semble pas rémunéré à la hauteur de ce qu'on attend, quoi. Voilà. Peut-être que Juliette, tu as peut-être toi l'occasion de voir justement quand tu formes des jeunes, etc., de voir un petit peu les revendications en termes de rémunération. Est-ce que être ouvert aux opportunités, ça signifie des fois accepter effectivement une rémunération moindre ou pas? Mais je crois que c'est assez difficile de généraliser, puisque chaque secteur d'activité, voilà, enfin, moi je connais bien l'univers des cabinets d'avocats internationaux où les niveaux de rémunération en premier emploi sont très élevés. C'est pas le cas partout, même si je parle de la profession que je connais bien, qui est le métier d'avocat, il y a des grandes disparités de rémunération au premier emploi. Un de mes fils qui est dans l'intelligence artificielle se pose aussi cette question-là. Voilà, est-ce que je vais plutôt dans telle grande entreprise qui est réputée de payer un petit peu moins bien, ou est-ce que j'ai envie d'aller dans une start-up juste parce que c'est réputé payer un petit peu mieux, parce qu'il y a des besoins, évidemment, ils veulent attirer les talents. Je crois que c'est une question très personnelle. Ce qui est sûr, c'est que quand on a fait des études exigeantes et qu'on a des diplômes, qu'on a fait des stages, etc., si la question est, voilà, je ne connais pas la situation particulière de Narendra, je ne sais pas ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette question. Si c'est, voilà, j'ai du mal à trouver un premier emploi, et est-ce qu'il faut donc que je baisse mes exigences en termes de niveau de rémunération pour pouvoir y arriver? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne manière de poser les paramètres de la question. Je pense que si c'est difficile de trouver un niveau de rémunération qui est le niveau, on va dire, moyen dans le domaine qui est le sien et dans le secteur qui est le sien, peut-être qu'il faut chercher différemment, persévérer, voilà, ou accepter, ou faire le choix d'accepter, mais à ce moment-là, il faut que ça ait du sens. Accepter une proposition avec peut-être un niveau de rémunération un peu plus bas, mais ça va être peut-être l'investissement à faire. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Il faut que ce soit un premier job particulièrement intéressant, par exemple en termes de gain d'expérience, voilà, ou en termes de
prestige, par exemple, si c'est pour un groupe voilà, particulièrement vous, voilà, et qui va vous offrir des perspectives, peut-être pas à travers ce premier emploi, mais pour plus tard. Merci Juliette. Une autre réaction par rapport à ça, Oumar ou Kélat? Oui, alors je rejoins ce que disait Juliette en disant que voilà, les secteurs sont bien différents et spécifiques pour pouvoir donner une théorie générale sur quel est le niveau de rémunération approprié en sortie d'études. Voilà. Néanmoins, je veux quand même apporter mon expérience de l'administration, du secteur public de manière générale. Alors, et je vais en profiter pour d'ailleurs déconstruire quelques idées reçues. Beaucoup pensent que donc, les recrutements dans la fonction publique, le secteur public en général, sont très bouchés. Or, ce n'est pas forcément le cas. De plus en plus, l'administration recourt à des contractuels, ce qui est d'ailleurs mon cas personnel. Et lorsque vous pouvez le négocier, ce contrat, donc négocier votre niveau de rémunération en fonction de l'évaluation que vous auriez faite au préalable de vos compétences, de vos savoir-être, de vos connaissances, etc. Voilà, sans forcément vous inscrire sur une grille salariale qui aurait été préétablie. Voilà. Je voulais aussi dire qu'un avantage qu'offrait l'administration, c'était les possibilités de mobilité en interne, qui existent certainement dans le secteur privé, mais qui peuvent être plus restreintes. Si une nouvelle fois je prends mon cas personnel, j'ai commencé dans un domaine où je ne pensais jamais travailler lors de mes études. J'ai travaillé dans la statistique et les études économiques. Rien ne me prédestinait à travailler dans ce secteur. J'y ai acquis des compétences qui m'ont permis ensuite de rebondir dans un autre secteur complètement différent, qui est le numérique. Donc, voilà, ce sont des choses à prendre en compte lorsque vous réfléchissez à bâtir votre projet professionnel, votre carrière. Il y a bien sûr la rémunération, mais il faut également penser aux possibilités de mobilité. Dans le cadre de la crise Covid, beaucoup de gens ont réfléchi sur voilà, quelle était la part de leur emploi du temps qu'ils souhaitaient consacrer à leur famille, à leur temps libre. Donc, peut-être que c'est mal vu par certaines personnes de poser cette question, mais en entretien d'embauche, je vous invite à poser la question du nombre de congés. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et voilà. Bon, c'est une idée très répandue, mais que je confirme que dans le secteur public, c'est un des principaux avantages également. Oui. D'accord. Oui, ne pas se fermer de porte, hein, c'est ce que tu es en train de dire, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on acquiert des compétences aussi dans un domaine qui vont nous permettre de rebondir dans un autre, même si ce n'était pas notre domaine au départ ou notre domaine de prédilection. Exactement. Oui. Exactement. Exactement. Et je rebondis directement, permettez-moi, sur la remarque d'Oumar, et effectivement, et c'est vrai dans le secteur public, mais aussi dans le privé, dans le sens où nous avons eu une génération juste avant nous de personnes qui ont fait toute leur carrière dans le même secteur d'activité. Personnellement, je ne pense plus à nous, je ne pense pas que moi, je ne pense pas que Anna, je ne pense pas que Oumar, nous allons faire toute notre carrière dans le même secteur d'activité. Et pour vous donner un exemple très concret, quand je suis rentré sur le monde du travail en 2016, je me suis posé la question, quelle était ma valeur donc sur le marché? Parce que qui dit marché dit offre et dit demande. Donc, quelle était ma valeur? À cette époque-là, je me suis dit, je vaux, disons, 40K. 40K, factuellement, 40K euros par an. Donc, j'ai testé pendant les entretiens, je disais à la personne qui était en face de moi, je veux 40K. Et j'écoutais sa réponse. S'il dit c'est trop haut, ça veut dire que ma valeur est en dessous.
S'il dit OK, ça veut dire que je suis à ma valeur. Et tout au long de notre évolution professionnelle, ce que je nous invite à faire, c'est quoi? C'est quelque part tester quelle est notre, de manière très prosaïque, hein, quelle est notre valeur sur le marché sur lequel nous sommes aujourd'hui. Si je donne un exemple très particulier dans le monde de la data, parce que qui dit data, que ce soit pour le monde de l'automobile, pour le monde pharmacologique, pour le monde de l'aéronautique, on a besoin de data, que ce soit des data pour de l'apprentissage, pour améliorer la décision dans chacun des secteurs. Donc, quelque part, du jour au lendemain, on peut switcher du monde de la data automobile vers le monde de la data aéronautique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce que j'invite vraiment chacun d'entre nous, et d'ailleurs, il y a plein de sites internet qui nous permettent de tester quelle est notre valeur sur le marché, c'est est-ce que je vaux 45K? Est-ce que, vu les compétences que j'ai, est-ce que je vaux 50K? Est-ce que je vaux 55K? Et c'est ce qui, in fine, à mon avis, nous permet de nous situer ni trop en dessous, ni trop au-dessus de la tendance du marché. Et l'exemple concret sur lequel j'aimerais partager aujourd'hui, c'est pendant la crise Covid, mais c'était exactement la même chose en fait pendant la crise des subprimes en 2008. Hein, il y a eu une chute de la, on va dire, de la demande du marché du travail. Ce qui fait que ce qu'on pensait valoir 55, on pensait valoir 60, on pensait valoir 65. En fait, pas du tout, parce que, étant donné que le marché de l'automobile, que le marché de l'aéronautique était en train de chuter, les entreprises étaient moins enclins à investir sur des profils data ou des profils validation ou des profils ingénieurs. Donc, quelque part, je crois, hein, c'est une discussion perpétuelle entre le marché de l'offre, qu'est-ce que nous, on est prêt à offrir sur le marché de l'emploi, et de la demande, qu'est-ce que l'employeur est prêt à offrir sur ce secteur particulier. Et ce que tu disais, c'est que, excuse-moi de te couper, c'était que tu étais prêt après à changer de secteur, effectivement, puisque c'était ça le début, en disant que ce que tu avais acquis, ça allait te permettre éventuellement que tu n'allais pas passer toute ta carrière chez Valeo en l'occurrence, ou dans le secteur automobile. Exactement. Mais en fait, c'est exactement ce que M. Lahad, Olivier a dit tout à l'heure, c'est notre capacité d'adaptation en fonction de l'évolution du marché du travail. Parce qu'effectivement, le marché bouge et du jour au lendemain, on peut passer de la crypto-monnaie vers la validation des systèmes autonomes, vers l'aéronautique, etc. Voilà. Alors, on va peut-être, parce qu'il nous reste, le temps passe vite, on n'avait qu'une heure à notre disposition. Alors, peut-être, parce que on t'a pas beaucoup entendu, Juliette, là, on est en train peut-être de parler des attentes finalement des jeunes diplômés par rapport aux entreprises. Peut-être quelques mots de ce que les entreprises peut-être attendent des jeunes diplômés. Je ne sais pas si... Oui, alors sur les besoins peut-être. Ma casquette d'ancienne recruteuse, je pense que ce qu'on attend de manière générale, c'est mon point de vue, hein, de la motivation pour le poste, de l'enthousiasme, de l'envie d'apprendre, de la disponibilité, de la ponctualité, du sérieux dans l'exécution des tâches qui sont confiées, ouverture, flexibilité, je pense que c'est important aussi, une capacité à s'intégrer rapidement, une capacité à s'adapter à un environnement de travail qui est nouveau, donc il faut intégrer très vite au début la culture de l'entreprise, le rythme de l'entreprise, comprendre et intégrer les codes. Je crois que l'enjeu d'un premier emploi, c'est d'abord, comme dans tout poste que l'on prend, je pense quel que soit l'âge, ça va être devenir rapidement opérationnel. Pour ça, il y a une phase d'observation, une phase d'apprentissage pour ensuite s'adapter et devenir suffisamment efficace dans son poste. Et puis, pour le premier emploi, c'est aussi une adaptation à la vie active. Moi, si je me remémore mes premières années, je crois que j'ai plus appris sur le plan des relations humaines au travail, qui sont complexes, que sur le plan technique. J'ai évidemment appris beaucoup sur le plan technique, mais ce qui a été le plus
peut-être le plus difficile à appréhender, c'est voilà, toute cette complexité des relations humaines dans l'écosystème, que ce soit en entreprise ou dans les cabinets internationaux dans lesquels j'ai évolué. Alors peut-être justement, est-ce que vous êtes d'accord, peut-être des difficultés auxquelles vous avez été, alors même si effectivement ce que vous disiez en tant qu'ancien élève des lycées français, je pense qu'on a cette capacité peut-être assez importante justement à s'adapter à des écosystèmes différents, à des cultures différentes, mais est-ce que c'est ça votre ressenti de ce premier emploi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que sur les difficultés plutôt relationnelles, plutôt des difficultés techniques? Je ne sais pas, je vous laisse la parole. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Juliette sur l'intégration au sein sur le premier poste ou le premier emploi. Alors, déjà, peut-être un point de vigilance, mais aussi de quoi rassurer les personnes qui sont à la recherche d'un premier emploi ou qui vont prendre un premier emploi. C'est impossible de prendre un premier emploi et de tout savoir dès le début. Et ça, faut l'intérioriser assez rapidement. Sinon, vous prenez le risque de passer pour le donneur de leçons, le jeune tout fraîchement sorti des bancs de l'école qui vient voilà, justement donner des leçons des gens qui sont dans la boîte depuis un moment. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le premier conseil que je pourrais donner lorsque vous prenez de première mission, c'est déjà de ne pas chercher à faire de bêtises. Voilà, tout simplement. Essayez de réaliser les tâches qui vous sont affectées, ni moins ni plus. De peut-être un peu se faire discret au début, tout en développant les relations humaines, comme disait Juliette. Et voilà, ayez confiance en vous. Vous avez tous les éléments pour réussir. En effet, ce bagage intellectuel, culturel, de par votre passage dans les lycées français de l'étranger, mais aussi généralement de haut niveau d'études. Donc voilà, ayez confiance en vous, ne faites pas de bêtises au début, développez tranquillement vos relations humaines et a priori, ça devrait bien se passer. D'accord. Je voudrais rebondir, merci Oumar, je voudrais rebondir sur cette idée de ne pas faire de bêtises. C'est vrai, bien sûr, c'est forcé de ne pas en faire ou d'en faire le moins possible. Mais il y a une chose qui paraît très importante. Et là, je remets ma casquette d'employeur. Alors aujourd'hui, je suis indépendante, mais à l'époque, j'ai vraiment encadré et recruté beaucoup d'équipes, formé beaucoup de jeunes. Il y a une chose, faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Vraiment, ça fait partie de la vie et encore plus quand on débute. En revanche, quand on fait une erreur, qu'on réalise qu'on a fait une erreur, surtout, il faut le dire. Parce qu'il y a des erreurs, il m'est arrivé d'avoir des jeunes qui avaient fait une erreur et qui n'ont pas parlé, alors que ma porte était toujours ouverte. Voilà. Et ça peut pour le coup, c'est parfois des petites erreurs qui peuvent avoir des répercussions beaucoup plus importantes que ce qu'on pense. Donc faire une erreur, ça peut arriver. C'est important à ce moment-là d'avoir, on va dire, d'aller en parler à votre N+1 et de dire, voilà, j'ai fait une erreur. Et ça vous sera pardonné. En revanche, si vous faites une erreur, que vous vous rendez compte et que vous ne le dites pas, ça peut ne pas vous être pardonné. D'accord. Alors, peut-être un dernier thème, je pense, qui est important de plus en plus. Alors, il n'y a pas de question par rapport à ça, mais je me demandais si vous aviez... si dans le cadre de ce premier emploi, vous aviez à cœur de développer votre réseau et comment, en fait, pour justement pouvoir éventuellement rebondir, changer de secteur ensuite, etc. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une problématique voilà, qui est prégnante ou pas du tout finalement je sais pas, c'est Anna ou Kéliat ou n'importe. Sur le développement du réseau personnel via les réseaux sociaux ou via tout simplement un réseau qu'on peut acquérir quand on est en entreprise, en poste, avec ses collègues, tous les interlocuteurs, toutes les parties prenantes qu'on peut rencontrer à l'occasion de son travail. Oui, je peux oui, bien sûr. répondre en 2 secondes.
2 mots peut-être. Le premier mot, c'est la crédibilité. C'est-à-dire, si dans le cadre de votre poste actuel, vous réussissez à montrer à l'ensemble des parties prenantes, comme l'a dit Juliette, votre N+1, votre direction et votre entreprise, que vous savez mener un projet de bout en bout, alors oui, effectivement, ça vous mènera quelque part après à pouvoir être plus facilement flexible pour vous adapter à d'autres projets, à d'autres activités. Alors s'adapter puis être recommandé peut-être. Voilà, exactement, être recommandé aussi. Mais mais je ne suis pas sûr que votre... Oui, on est d'accord, on va vous laisser partir, c'est ça. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, mais en tout cas en interne. En tout cas en interne, oui, le réseau est très important à travers les projets que vous menez, d'être crédible sur les achievements ou les KPIs in fine sur lesquels vous arrivez à montrer que vous arrivez à avancer. Après, à l'extérieur, c'est une autre histoire dans la mesure où c'est plus un réseau de branches ou un réseau sectoriel que vous créez plutôt qu'un réseau en interne. Mais je crois que les deux, effectivement, vont de pair. Voilà. Je ne sais pas ce que Anna en pense, mais en tout cas, dans le monde de c'est ça. Entièrement d'accord par rapport à ce que tu dis, surtout par rapport à la visibilité, en fait. Il ne faut pas avoir peur à se mettre en avant. Surtout, du coup, moi, en particulier, j'ai commencé à travailler il y a 3 mois. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué de m'affirmer ou d'affirmer mon point de vue ou de même me convaincre que ce que j'ai à dire, ça a du sens et que ça vaut le coup de le mettre en avant. Et donc, pour moi, c'est un gros travail à faire sur soi-même, de ne pas se laisser porter par les autres, mais au contraire, en fait, prendre le regard nouveau qu'on peut porter sur les choses comme un atout. Et donc ça serait en interne ce qui me permettrait d'avoir de la visibilité. Donc, pas avoir peur de parler à des gens ou même si j'ai pas forcément le sentiment qu'ils ont besoin de moi ou que moi je vais avoir besoin d'eux dans le futur. Je pense que c'est toujours important d'essayer de créer des liens. Et donc, en externe, c'est un peu pareil. Je pense qu'on a la chance d'avoir maintenant des réseaux sociaux tels que LinkedIn et tout, qui nous permettent d'avoir énormément d'informations sur des secteurs, des entreprises, et il faut surtout pas avoir peur de les utiliser. Utiliser ce réseau d'anciens élèves aussi, qui est de plus en plus grand. D'accord. Un petit mot, Omar, avant de conclure, peut-être? Oui, alors sur la question du réseau, alors au sens large, alors je fais moi-même partie d'un réseau on va dire des agents chargés des affaires européennes qui se fréquentent, hein, qui sont dans les ministères, dans les agences publiques, mais aussi parfois dans les entreprises. Et finalement, je me rangerai assez à la position de Keilat en disant que le réseau, pour faire du réseau, c'est-à-dire uniquement de façade, c'est assez rapidement identifié par les interlocuteurs. Et voilà, ça peut finalement vous jouer des tours. Je pense que ça passe d'abord par la maîtrise des dossiers, des fonds des dossiers, par le sérieux, la rigueur dans ces dossiers. Et alors, en effet, il y a un certain effort à fournir en disant, en étant visible, comme disait Anna. Mais finalement, lorsque vous avez maîtrisé certains dossiers, vous l'observerez, le réseau se fera de lui-même. Voilà, c'est le bouche à oreille se fait un peu, comment dire, indépendamment de votre volonté. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez, par rapport à ceux qui nous écoutent, des réactions, des questions avant qu'on puisse conclure cette table ronde? C'est Virginie qui pose la question, mais effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir peut-être des retours de la part de ceux qui nous ont écoutés. Je pense qu'en plus, vous pouvez toujours nous joindre sur LinkedIn ou autre si ça vous intéresse. Si vous voulez venir on peut toujours avoir une discussion perso. D'accord, parce que les noms sont affichés sur l'écran, donc vous pouvez, voilà. Oui, voilà.
Donc vous pouvez voilà, retrouver nos interlocuteurs effectivement sur leur profil LinkedIn. Et puis bah, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, c'était super intéressant. Alors là, il y a Mylène qui nous dit que ce que dit Oumar par rapport au réseau, c'est rassurant. Bien sûr, la solidité par rapport au dossier, à la crédibilité, forcément, mais des fois, on peut être solide sur ces dossiers et puis ne pas réussir à le faire ça. Enfin, voilà, par manque de confiance, etc., on peut réussir justement à pas le mettre en avant. Donc, bon, on va relancer la discussion maintenant. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup à mes interlocuteurs aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de vous Merci avoir. Emmanuel. Merci. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas, à 18h15, il y a la remise du prix de l'engagement tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc, pour récompenser une association. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir un petit peu les différentes initiatives qu'il peut y avoir dans le milieu associatif. Bah, en tout cas, un grand merci, bonne fin de journée à tous, et puis bah, au plaisir de se revoir, hein, soit sur les réseaux, soit autre part en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon après-midi, au revoir. Alors, je ne sais pas du tout. Je pense que... Hop.